Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne le savent pas encore, quand je ne suis pas vraiment présent sur YouTube, vous pouvez toujours me retrouver dans le groupe Facebook que j'ai créé et puis également sur ma page Instagram ou sur la page Facebook si jamais vous avez des questions particulières. Je ne sais pas dans quel titre je vais donner à cette vidéo, mais je pense que ce sera quelque chose comme ta future vie d'Africain au Canada. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ça, à quoi votre vie va ressembler lorsque vous allez vivre au Canada. Parce que je sais que beaucoup d'Africains, de façon générale, ont un peu une vision faussée de ça à quoi leur vie ressemblera une fois qu'ils seront ici. On va commencer par parler d'argent et de pensées limitantes. Ensuite, on va parler de racisme. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer à parler d'argent, puisque je sais que beaucoup pensent qu'une fois qu'ils vont arriver au Canada, leur vie va totalement changer et puis qu'ils vont soudainement devenir riches, tout simplement parce qu'ils ont l'habitude de convertir le dollar canadien avec la monnaie locale de leur pays. Eh bien, ce n'est pas vraiment le cas, puisque le salaire que tu gagnes ici est proportionnel à ce que l'État estime que tu as besoin de dépenser pour avoir une vie décente. Et parfois, même si tu gagnes juste le salaire minimum et que tu as une famille, je ne pense pas que tu seras capable de joindre les deux bouts. Mais je vais vous prendre quelques exemples. Le salaire moyen en Alberta est par exemple de 60 000 $. Et puis, il faut savoir qu'au Canada, l'Alberta est la province qui déduit le moins d'impôts sur le revenu. Donc, le salaire moyen là-bas est d'environ 60 000 $ par année, ce qui équivaut à environ 3 800 $ par mois. Et par salaire moyen, on entend bien évidemment ceux qui gagnent beaucoup d'argent et ceux qui gagnent très peu d'argent en tant que salarié. Parce que je vous connais, comme je parle de 60 000 $, certains vont commencer à me dire que donc quand je vais sortir de l'école, j'aurai 60 000 $. Non, c'est pas forcément le cas. Tu peux gagner bien plus, tout comme tu peux gagner bien moins. Si vous convertissez à la monnaie de votre pays, ça peut vraiment faire beaucoup d'argent. Mais ici, je vous dirais que c'est pas vraiment beaucoup d'argent. Si vous avez par exemple une famille, on va supposer que vous avez par exemple un conjoint et puis 2 enfants et puis que c'est le seul salaire que vous avez. En opposition, le loyer moyen pour un appartement 2 chambres en Alberta est d'environ 1 200 $. Donc vous voyez que c'est déjà équivalent à presque un tiers de votre salaire. Et quand je dis même ça, c'est que je n'ai pas encore ajouté parfois d'autres factures qui peuvent s'ajouter, comme par exemple, vous devez en plus payer Internet. Dans le 1 200 $, il se pourrait que pour certains, la facture d'électricité ne soit pas incluse, ou même que vous ayez besoin de payer le parking de votre automobile qui n'est pas directement inclus dans le prix de votre loyer, parce que ça arrive parfois dans les grandes villes. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez louer un appartement, mais il n'y a pas de place de parking. Si vous voulez la place de parking, vous devez payer un montant supplémentaire. Donc, avec le 3 800 $, donc on va estimer que ton loyer, peut-être toutes les charges qui concernent ta maison, t'amènent à 1 400 $, ce qui fait déjà plus de 30% de ton salaire. En plus de ça, si tu es une famille, il va falloir nourrir cette famille. Il y aura également des dépenses inattendues qui vont très certainement souvent arriver. Et puis, beaucoup d'Africains doivent également envoyer de l'argent en Afrique. Ce qui fait que le 3 800 $, en fin de compte, va juste vous permettre de vivre et peut-être aider votre famille en Afrique. Mais à côté, vous n'allez pas vraiment avoir suffisamment d'argent pour épargner ou même pour réaliser des projets si jamais vous en avez. Comme les gens en Afrique pensent que la vie en Occident est généralement rose, certains vont parfois vous envoyer des sommes de 100 $, 50 $, vous allez minimiser parce que vous allez vous dire qu'ils gagnent beaucoup d'argent ici alors que vous ne savez pas réellement comment ils font pour avoir cet argent. J'ai des camarades avec qui j'ai été à l'école qui travaillent plus de 60 heures par semaine parce que non seulement ils doivent financer leur vie ici, parfois ils ont des projets, mais également ils ont des familles en Afrique qu'ils doivent aider. Puisque même si les frais de scolarité sont élevés au Canada, c'est pas forcément tout le monde qui a étudié ici ou tout le monde qui vit ici, qui vient d'une famille riche ou d'une famille aisée. Beaucoup d'Africains ont tendance à penser que certains types d'emplois ne sont pas faits pour eux, même si à la base ils sont venus avec beaucoup d'ambition. Parfois ces ambitions-là diminuent au fur et à mesure qu'ils commencent à vivre ici. Et il y a également un piège dans lequel beaucoup tombent, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont arrivés ou qu'ils ont terminé les études, ils commencent parfois à faire des petits boulots ou parfois même ils ont des emplois qui ne sont juste pas à la hauteur de ce qu'ils ont étudié. Donc c'est-à-dire qu'ils ne te rapportent pas en fait le salaire que tu devrais normalement gagner, mais puisqu'ils arrivent à joindre les deux bouts avec ça, ils arrivent à aider la famille en Afrique, ils commencent à ne pas chercher beaucoup plus, et dans la tête, ils commencent à mettre par exemple que je ne peux pas atteindre cette position-là peut-être parce que je ne suis pas blanc ou alors ce n'est par exemple pas fait pour moi. Donc ils commencent à penser en fait que être aisé c'est pour les autres ou être riche ça ne peut qu'être que pour les autres également. Déjà, il faut savoir que je ne travaille pas dans ce que j'ai étudié. Je n'ai pas aimé en fait ce que j'ai étudié. Et une fois que j'ai eu mon diplôme, je ne me voyais pas travailler dans ça parce que ça m'ennuyait. Quand on était déjà sur le point d'être diplômé, j'ai commencé à chercher des emplois. Et puis bien évidemment, j'ai cherché également des emplois qui pouvaient me permettre d'obtenir la résidence permanente puisque moi j'avais déjà fait toutes mes recherches et je savais même déjà à quel programme je pouvais postuler. Donc, j'ai vu un emploi dans la société dans laquelle je travaille actuellement. Et puis quand je l'ai vu, j'ai vu en fait que le CV correspondait à mon profil.
Et j'ai postulé et puis j'en ai parlé à quelques-uns de mes camarades de classe. Et puis ce que certains me disaient, c'est que tu ne seras jamais pris, par exemple, parce que c'est une trop grosse entreprise et que le salaire qu'ils proposent est, par exemple, élevé et que c'est pas vraiment à ton niveau. Donc, toujours ce genre de pensée limitante là. Et moi, je leur disais pourquoi est-ce que je ne postulerais pas, puisque je vois que je corresponds parfaitement au profil qu'on demande. Et puis finalement, j'ai postulé, j'ai eu mon premier entretien dans l'entreprise 3 jours avant d'être diplômé. Et puis quand j'ai eu le premier entretien, ça s'est bien passé. Ils m'ont directement dit qu'on te programme pour le second entretien. Le second entretien que j'ai passé environ quelques jours après être diplômé. Et puis après ce second entretien qui s'est également bien passé puisque c'était avec un manager de la compagnie, il m'a directement fait comprendre en fait qu'il serait très surpris qu'on ne me prenne pas. C'est pas lui qui allait décider si on m'engage, mais ce qu'il fait c'est qu'il relève juste toutes les différentes réponses que j'ai données et il envoie ça en fait au quartier général de la compagnie qui décide s'ils vont m'embaucher ou pas. Mais lui m'avait déjà validé. Et puis quand il m'a validé et que j'ai eu le job, ça je l'ai dit à certains de mes autres camarades de classe par la suite que j'ai également aidé à postuler. Certains ont également eu le job, tout comme d'autres n'ont pas eu le job par la suite. Le point que je veux faire passer, c'est toujours ce genre de pensée-là que les gens ont. Ils se disent que non, c'est une grosse entreprise, elle est trop bien pour nous, on ne pourra pas nous engager là-bas. C'est également un point qui fait en sorte que maintenant, je suis moins enclin à partager mes projets avec d'autres personnes ou à partager mes aspirations. Parce que beaucoup ne vous demanderont pas comment est-ce que tu veux faire pour pouvoir atteindre cet objectif, mais ils vont directement vous dire que c'est impossible dès le départ. Puisque beaucoup n'ont pas la vision qu'il faut, ils vont généralement entrer dans ce cycle de petits boulots qu'ils vont faire pendant des dizaines d'années. Et puis en parlant également de vision, c'est que même parfois dans ces petits boulots, il y a beaucoup ici qui vont passer le temps à changer d'emploi, c'est-à-dire qu'il va par exemple quitter un emploi de 14 $ pour aller faire un emploi de 18 $ de même niveau, mais il ne pense pas vraiment en fait à l'expérience qu'il doit acquérir. Quand je parle par expérience, c'est par exemple, supposons que je travaille dans un fast-food maintenant et que dans le fast-food, je gagne environ 13 $ de l'heure. Et bien, si dans le fast-food, j'ai la possibilité de devenir, par exemple, manager ou superviseur et gagner 16 $ de l'heure par la suite, je vais l'accepter. Que d'avoir parti dans une autre compagnie et avoir ce même poste et gagner 20 $ au lieu de 13, je préfère rester dans le fast-food et gagner 13 $ puis devenir superviseur et avoir 16 $. Tout simplement parce que après j'aurai une expérience de superviseur et cette expérience-là en fait me permettra de postuler dans une autre entreprise qui pourra par exemple me payer 30 $ au lieu de 16 $. Quand tu postules dans une entreprise, généralement ils veulent connaître l'expérience que tu as déjà en plus de ton diplôme si jamais ton diplôme est important. Ils ne s'intéressent pas à combien le précédent employeur te payait. Beaucoup n'ont pas cette vision de voir grandir leur carrière, mais ils ont juste une vision d'argent. Ce qui fait qu'ils restent dans les mêmes petits boulots où ils travaillent par exemple 60-80 heures, où ils tuent leur corps parce que c'est pas également évident de travailler comme ça. Et je pense que l'être humain n'est pas fait pour ça. Où ils tuent leur corps pendant des décennies en fait, ou même parfois en tuant leur corps de la sorte en fait. Ils ne réussissent pas à accomplir grand chose et puis même quand ils partent en retraite ici, ils n'ont pas des pensions retraite conséquentes en fait. Le second point dont nous allons parler est celui du racisme, puisque du moment que vous partez dans une société où la plupart des individus ne sont pas comme vous, et quand je parle de comme vous, c'est par rapport à la couleur de peau. Donc en tant que personne noire, si jamais vous partez dans un pays par exemple où la plupart des individus ne sont pas noirs, il est très fort probable que vous soyez victime d'actes de racisme à un moment ou à un autre. Et puis, le racisme n'est pas toujours visible. Parfois, il est invisible. Une chose qu'on a l'habitude de dire au Canada, c'est que la forme de racisme qu'on a ici, c'est la même que vous pouvez trouver, par exemple, aux États-Unis ou en Europe, mais juste qu'on a mis du sirop d'érable dessus. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que ici, les gens ne vont pas forcément vous confronter de façon frontale, c'est-à-dire que quelqu'un ne va pas t'insulter en te regardant droit dans les yeux, par exemple, en te traitant de nègre ou de je ne sais pas quoi, mais parfois vous allez remarquer en fait les choses de façon beaucoup plus subtile. Comme par exemple où je travaillais en tant qu'étudiant, il y avait parfois des choses en fait qui se passaient et au début je me disais par exemple que ça se passait parce qu'ils ne sont par exemple pas habitués à nous, donc j'essayais toujours en fait de mettre d'autres choses en avant, mais je me disais que ce n'est pas forcément ça. Dans mon emploi étudiant, j'étais par exemple dans le département qui se chargeait d'approvisionner tout le magasin. Une remarque qu'on avait faite, c'est que quand c'était des personnes de couleur blanche qui travaillaient, c'est-à-dire qui étaient par exemple en charge de décharger le camion, parce que quand il fallait décharger les camions, avant d'apporter les marchandises dans différents autres départements du magasin, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une personne à l'intérieur du camion et puis il y avait une grosse chaîne. Donc la personne mettait juste des cartons en fait sur la chaîne et puis quand les cartons sortaient de la chaîne en fait vous à l'extérieur vous étiez chargé de prendre le carton et puis de le déposer par exemple juste à l'endroit qu'il faut afin que ce soit acheminé dans le département qu'il faut par la suite. Donc on avait par exemple remarqué que quand c'était des personnes d'une certaine couleur en fait qui étaient juste en charge de décharger le camion, on ne les mettait aucune pression. Mais quand c'était nous en fait, c'est-à-dire que nous,
généralement les étudiants étrangers qui étaient pour la plupart de couleur noire, en fait, il y avait toujours des choses à redire. Comme par exemple, on venait toujours nous mettre la pression ou parfois on arrivait à décharger un camion qui devait normalement être fait en 4 heures. Nous, on pouvait arriver à le faire en 2h30. On allait toujours trouver que c'est pas assez bien, on allait toujours trouver quelque chose à redire. Alors que quand c'était les autres, parfois un travail qui doit être fait en 3 heures, en 7 heures de temps, ils ne vont pas arriver à le terminer. C'est-à-dire que quand un carton arrive sur la chaîne, il prend le carton, il se met à bavader, il raconte tout et n'importe quoi avant de déposer le carton à l'endroit qu'il faut. Donc, c'est ce type de différence de traitement que vous allez parfois avoir à remarquer. Et puis, au départ, on se disait par exemple que c'est peut-être parce que ceux-là sont là depuis plus longtemps que nous. Ils se connaissent déjà entre eux. Et je peux vous dire que par la suite, il y a bien évidemment eu de nouveaux employés qui sont arrivés. Et parmi les nouveaux employés, il y avait 2 jeunes lycéens qui parfois, eux, ils sortaient du travail sans même signaler en fait qu'ils allaient s'absenter. Donc, peut-être quelqu'un est programmé pour une période de travail de 5 heures, mais il va juste faire 2 heures et puis il va disparaître sans explication. Mais quand il va disparaître comme ça, les autres n'auront pas le dénoncer chez le manager. Alors que toi, l'étranger, il faut un peu tenter de rigoler avec ton autre frère. Tu vas remarquer que quand le manager va faire la réunion plus tard, il va dire qu'il paraît qu'il y a des gens qui passent juste leur temps à bavader, qui ne travaillent pas, et puis tout ce genre de foutaise en fait. Donc parfois, ça peut juste passer par ce genre de choses, et c'est généralement ça, juste des différences de traitement. Même mon cousin qui vient d'arriver a été également victime de ce genre de différences de traitement, puisqu'il a commencé à travailler dans un fast-food. Et il m'a dit que dans le fast-food, la tâche la plus compliquée en fait, c'était faire des fritures. Et puis c'est généralement les Africains qu'on mettait dans ce poste-là. Quand je dis Africain, c'est Africain de couleur noire, dont lui et ses autres camarades de classe qu'on cantonnait à ce poste-là. Parfois, quand il n'était pas disponible ou quand il faisait autre chose et que le superviseur demandait aux jeunes petits blancs de partir faire ça, eux, ils refusaient. Et bien, un jour, lui aussi, il en a également eu marre où on a demandé à 2 ou 3 personnes originaires d'ici, de couleur blanche, de partir faire cette tâche. Ils ont dit non, ils n'ont pas envie de le faire. Quand lui également n'est pas sûr de demander de faire, lui également, il a dit que non, il n'a pas envie de faire. Le lendemain, quand il est venu travailler, son manager lui a donné l'avertissement. C'est-à-dire, son manager lui a donné l'avertissement. Lui, il n'a que refusé ce jour-là. Alors que plusieurs fois dans le passé, on a demandé aux autres qui ont passé le temps à refuser, mais eux, ils n'ont jamais refusé d'avertissement. Lui, pour une fois qu'il l'a refusé, c'est-à-dire que par le passé, il le faisait. Donc, pour une fois qu'il l'a refusé, lui, il a reçu l'avertissement. Et quand il a reçu l'avertissement, il a directement démissionné parce que ça l'a complètement agacé. Il s'est rendu compte que le salaire que eux, ils gagnaient, c'est-à-dire que les différents Africains gagnaient, était différent du salaire que les personnes de couleur blanche gagnaient. Parce qu'il m'a dit que lui, il était au salaire minimum, c'est-à-dire 11 dollars et je pense 75 dans la province, alors que tous les autres jeunes blancs étaient aux alentours de 13 dollars 60. Et même l'argument du fait que, par exemple, lui travaille à temps partiel ne tient pas la route parce que parmi ces autres qui travaillaient avec lui, c'est-à-dire ces petits blancs qui sont canadiens, il y en a beaucoup qui sont actuellement en train de terminer le secondaire. Donc, on ne peut pas dire qu'on choisit de leur payer plus, par exemple, parce qu'eux, ils sont à temps plein. Et je ne suis pas en train de dire que tous les Canadiens sont racistes ou je ne suis pas en train de dire que tous les Canadiens sont comme ça. Le Canada Atlantique est encore une zone où il manque beaucoup de diversité. Donc, même quand vous allez parfois vouloir faire des rencontres, vous allez remarquer que il y a des gens originaires d'ici qui ne vont vouloir que vous rencontrez pour faire des choses de moins de 18 ans. Mais quand il va falloir rencontrer, par exemple, pour que vous fassiez des choses normales, ils ne vont pas forcément vouloir s'afficher avec vous. Au départ, quand j'ai fait cette remarque, je me disais que les choses étaient juste dans ma tête. Mais j'ai eu à discuter de ça, par exemple, avec d'autres personnes noires que je connaisse qui vivent ici. Et ils m'ont également fait la même remarque. Et puis, j'ai également discuté de ça avec, par exemple, 2 personnes blanches que je connais, qui sont également originaires d'ici. Et ils m'ont fait comprendre que, bien évidemment, c'est pas toi qui es en train de fabriquer les choses dans ta tête, que tout ce que tu penses, c'est effectivement ça. Tu n'es pas dans l'endroit le plus ouvert qui soit. Et la chose qui me fume le plus, c'est qu'il y a beaucoup d'Africains qui vont parfois aider à ventiler ces stéréotypes qu'il y a sur nous. Comme par exemple, quand les gens vont nous prendre comme des choses sexuelles, beaucoup d'Africains qui vont se vanter de leurs attributs entre guillemets, au lieu d'éduquer ces personnes en fait sur le sujet. Parce que généralement, ce que moi je fais, c'est que quand tu me dis quelque chose de déplacé, j'essaie d'abord de te faire comprendre que ce que tu m'as dit est déplacé. Si tu es conscient de ça et que tu ne veux pas corriger ton tir, c'est là que ça se gâte en fait. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas le genre qui va m'énerver du premier coup en me disant que ce que tu viens de me dire n'est pas normal, parce que je prends également en considération que parfois les gens sont ignorants, parfois ils ne savent pas ce qu'ils ont dit et ne devraient pas, par exemple, le dire de cette façon-là. Le point que je veux se faire, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue les raisons pour lesquelles nous sommes venus au Canada et il faut toujours essayer de rester concentré et de ne pas perdre de vue ses objectifs. Donc, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de partager à ce que ça pourra aider. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!